Quand j'étais petit, ça je me souviens, je rêvais du paradis terrestre, l'idée du paradis terrestre. Les fruits, tout ça, c'était le miel, les fruits qui coulent, toi. Enfin, les idées là, qu'on avait là. On se promenait dans le paradis terrestre, on avait qu'à ouvrir la bouche pour que ça tombe dedans. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais adulte. Hein. Et je trouve que si on veut réaliser, faudrait réaliser, essayer en tout cas de réaliser les rêves quand on était petit et adolescent. Et c'est possible. Donc c'est possible. Les gens abandonnent leurs rêves, leurs idées, ils viennent malheureux comme tout. Alors que c'est possible. En tout cas, nous, on essaie de rendre ce rêve possible. Vous voulez visiter le jardin? Aussi, mais on vient surtout pour les graines. Comme vous voulez. Donc, vous savez comment ça va? Non, le numéro 1. 1, là, dans le coin, ça va jusqu'au bout, et puis ça va en serpentin, comme ça. Voilà, comme ça. Ah oui. Voilà. Et alors, ça, c'est les légumes. Les condimentaires, c'est là, les 200. Et haricots, petits pois, fèves, c'est là, dans la pièce à côté. Prenez, servez-vous. Et le prix est marqué sur les sachets. Donc, vous faites votre compte. Alors, toujours transmis le savoir de tout ce que pouvait avoir au niveau éducation populaire, au niveau syndical, au niveau politique, au niveau de toutes sortes d'affaires. Et puis, dans l'association des fraternités ouvrières, qui est un mouvement d'éducation pour l'adulte. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'est-ce que c'est, jardinage bio. Hein, et on a acheté quelques livres parce qu'on ne savait pas, on a acheté. Et puis, on a commencé, on a été 10, 15 pendant 1 an ou 2. Et puis, tout à coup, ça a augmenté, l'explosion. Maintenant, on est à peu près 1200, 1300 inscrits au club. Mais il y a certainement, il est passé des milliers de gens, 10 000, 15 000, je ne l'ai pas dit, qui sont venus au cours pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis qui sont retournés qui font des groupes maintenant dans le coin. Le but, c'est ça, hein. L'association, on transmet, et tant mieux si des gens font le groupe partout, c'est l'esprit même de ça. Hein. Il est dans la caisse. Ah non, c'est Raymond qui nous a... On arrive à Raymond. Si la caisse est remplie, que vous ne savez plus mettre dedans, vous me dites que je vais aller... On a une petite coopérative d'aliments à côté du groupe jardinage qui fait que nous, le but, c'est que tout le monde puisse le faire. Si on ne peut pas le faire pour tout le monde, au niveau des prix, au niveau de bazar, bien sûr, les coûts et tout ça sont gratis, bien sûr. Hein, mais même les semences et tout, on achète groupé, on fait les sachets pour rendre les semences 10 fois, 20 fois moins chères. Parce que le phénomène qui se passe, c'est que le bio maintenant est inaccessible pour les petits gens et la bouffe. Alors, bien sûr, on n'en parle pas. Et quelquefois, j'ai vu à la télévision là, des magasins spécialisés, des carottes bio. J'ai pour 1 mois de salaire, moi, de pension pour acheter 1 kilo de carottes. Je trouve ça inadmissible, c'est quelque chose de fou. Donc les pauvres peuvent manger de la merde et les riches vont continuer à... Donc tout ce qu'on fait, mais dans l'autre sens, il ne s'agit pas seulement de critiquer, de faire. Il faut critiquer. Hein. On ne peut pas avoir peur, il faut dire ce qui est. Hein. On ne dit jamais ce qui est, on a peur. Il faut dire ce qui est. Mais de l'autre côté, il faut essayer en même temps de trouver une solution. Donc trouver une solution, c'est se grouper, c'est faire ensemble, et là, tout est possible. À partir du moment où les gens se mettent ensemble, c'est comme au syndicat ou à partir du moment où les gens se mettent ensemble, tout est possible. Bah oui. C'est ici? Ouais. Gilbert, il te laisse jouer dans son jardin. Ouais! Ouais, très bien, mais en fait, je suis un peu frustré parce que je suis un peu pressé. Je voulais... Allô, excusez-moi. Hein. Allô, maman? Mais on est chez monsieur et madame Cardon. Ah, t'as besoin d'un maman pour avoir les sous, peut-être? Là, j'avais besoin de la maman, surtout. Mais nous, on est au scout du Riscontou et on envisage aussi de faire un potager. Ça, c'est bien. Et donc, on est occupé de retaper l'ancienne école qu'on occupe, l'école Saint-Paul du Riscontou. Ouais. Il y a eu un gros chantier là, participatif. Il y a des gens qui sont venus d'un peu partout, de Bruxelles, même des amis de Paris. Et on doit poursuivre en fait. Donc on va pas le laisser seul. Mais si vous voulez commencer
Du jardinage cette année, il est temps. Hein. Bah ouais, mais justement, nous on a commencé plutôt de l'ornementation de la grande cour, parce que c'est difficile de la convertir en potager directement. On veut être prudent par rapport à ça, il faut que ça convienne à tout le monde. Convertir la grande cour en potager? Une partie, parce qu'il y a... Vous enlevez les dalles et tout et... C'est ça, vous avez transformé en potager. Ça pourrait. Ouais, ça c'est formidable. Ça, ouais. Parce que le jour où on va dépaver les rues pour mettre des patates, là, on est bien, ouais, ça va magnifique. Il y a deux préoccupations. C'est d'une part, on fait de l'animation avec les gamins, mais par ailleurs, on veut réaliser une ouverture sur le quartier. On aimerait bien que les gens, un peu comme ici, puissent petit à petit se rencontrer autour de cette activité. Bah, c'est ça l'important. Hein. Alors, il faut trouver le moyen de, concilier les deux. Donc, ce mur-là est tombé, et nous, on exploite un petit jardin derrière là. Mais il y a encore la cour qui peut être un espace polyvalent. Il y a 700-800 mètres carrés. On se dit qu'on peut bien consacrer 100 ou 200 mètres carrés à un jardin. Parce qu'avant, il y avait le local de la Joque aussi. Quand j'étais à la Joque, moi, j'arrivais souvent. Il y avait le local de la Joque là et tout. Là. Ça, je savais pas. On faisait des fêtes et tout, il y a déjà longtemps. Peut-être lancer un appel à des gens qui ont plus l'habitude pour donner un coup de main. Ça c'est possible aussi. Il y a des gens qui ne demandent pas mieux de venir peut-être. Non, il y a des gens qui aiment bien de partager, d'aller donner un coup de main comme ça. Bon, ben on reviendra, on se reviendra. Comme vous voulez. Hein. Chouette. En plus, on arrive à avoir un niveau de compréhension avec les plantes, avec la nature, et au mieux ça va. Ouais, c'est pour ça, le jardinage biologique, il faut moins travailler avec ses mains. Il faut être paresseux. Paresseux dans le sens de savoir s'asseoir, regarder, réfléchir, écouter, pour comprendre. C'est beaucoup plus que s'activer. Quand on s'active et qu'on fait, on voit une bébête attaquer une chenille attaquer les choux, par exemple, tout à coup, là, ou des pucerons cendrés. Ça, c'est formidable. Alors, j'ai fait au départ, je sais, si on tire le chou malade, donné aux poules, le lendemain, on va, et c'est un autre chou qui est attaqué. Bon, alors, bouge plus, on ne fait plus rien. On regarde, et tant que ce chou-là n'est pas bouffé, tout à fait, ils ne passeront pas sur les autres choux. Et pendant ce temps-là, les autres, ils poussent, ils font, et puis quand ce premier chou est bouffé, ils n'attaquent plus les autres, parce que les autres sont devenus adultes, ils ont créé leur propre défense, leurs anti... et donc voilà. Mais ça va à l'encontre aussi de l'idée qu'on nous a mis dans la tête. Tout doit être toujours occidental, mode de pensée, 100%. Hein? On a planté 20 choux, on doit récolter 20 choux. Oh, si la nature, c'est-à-dire pas l'entremise d'une chenille, des pucerons, de je sais pas quoi, ou des oiseaux, ça peut être n'importe quoi. Tout à coup, ça attaque les 20 choux qu'on a mis, ça c'est une catastrophe. C'est comme si la nature nous attaquait personnellement. C'est comme une agression. Hein. C'est incroyable. Hein. Donc là, c'est dans la tête. Hein. Alors, voilà. Donc c'est au niveau de la tête que ça se passe. Il faut d'abord regarder, observer et accepter qu'il faut partager. C'est normal. S'il n'y avait pas de pucerons, il n'y aurait plus de coccinelles, il n'y aurait plus d'oiseaux s'il n'y avait pas de chenilles. Hein, au début, j'avais fixé, il y avait peut-être 10%, mais c'est beaucoup moins que ça. Le partage avec les autres pour la nature, pour tout ça, c'est quelques pourcents. C'est ridicule, c'est rien par rapport à ce que ça produit. C'est ridicule. Quand je me promène dans la nature, et que je vois les bourgeois avec les milliers de mètres carrés, avec rien que de l'herbe et des bananes, je dis, moi, tellement en étroit, je voudrais mettre tant de choses et tant de bananes, et là, il n'y a que de l'herbe, il n'y a rien du tout. Et ça me fait toujours mal. Mais le but ici, c'est de... Moi, c'est que je voudrais prouver
c'est faire le maximum de production sur un minimum de terrain. Ça, c'est le but. Et aussi pour les paysans pauvres, partout dans le monde, avec très peu d'outils, très peu de matière et très peu de terrain, mais un peu de main-d'œuvre, on peut obtenir une production maximale. Et sans employer ni engrais, ni pesticides, ni rien du tout. Là, par terre, souvent en haut. Comme d'habitude. Bonjour. Ça va passer sans des bonjours. Non, c'est pas moi. Je voyais là. Je voyais là, t'avais là. Bonjour. Vous le visitez jamais? On va les visiter. Oui, allez-y. Installez-vous. La réunion, on va commencer par les plantes sauvages. Donc tous les mois, on présente des plantes sauvages comestibles, et même non comestibles pour les reconnaître, mais les non comestibles, il y en a très peu, contrairement à ce qu'on dit, très peu. Et on va commencer par là, parce que sinon ils vont faner. J'ai été les tirer il y a 1 heure dans le jardin, ça fane vite avant qu'ils fanent. Et après, on va prendre le cours normal, je dis, de la réunion. Alors, je vais aller dans l'ordre, mais moi je ne sais pas ce que c'est l'ordre, mais ça fait rien, je vais essayer. La blite, voilà, la blite. Déjà le nom, c'est déjà quelque chose de... Hein, voilà. Voilà, ça c'est une plante sauvage, comestible, qui pousse toute l'année, qui vient déjà à la fin de l'hiver, donc à la fin de l'hiver, qui pousse n'importe où. En serre, là, elle aime bien la chaleur, elle pousse bien en serre, mais partout dehors, voilà. Alors c'est un des plus anciens légumes européens, c'est donc de la famille des chénopodes, donc la blite, ça s'appelle B-L-I-T-E, de la famille des chénopodes. Le nom exact, c'est Blitum ficifolium, parce que dans la famille des chénopodes, il y en a... Voilà. Alors, je vais faire passer pour le connaître, donc elle est très agréable à manger comme épinard, mais crue dans les salades aussi, et donc ça pousse toute l'année. Quand vous en avez, ça se ressème tout seul. Et bien sûr, comme toutes les plantes sauvages et tout ça comestibles, si vous ne vous en servez pas, ça fait de l'engrais. Hein. Donc c'est encore une des mauvaises herbes qu'il faut éliminer, le terme mauvais, hein, et dire, donc l'herbe devient légume. Alors, ça c'est la plante velours. C'est la plante qui a les feuilles les plus douces de tout le règne végétal. Qui c'est qui connaît ça? La guimauve. Donc la guimauve. Très jolie plante, très difficile à trouver. On en trouve nulle part, sauf ici, un peu plein. Je dis ça, très difficile, j'ai mis des années à trouver le fournisseur des premières semences, des premières graines, ça avait quasiment disparu. Et donc j'ai trouvé maintenant, et ça pousse maintenant comme une mauvaise herbe. Donc la guimauve, il y a plusieurs utilisations. En salade quand ils sont jeunes, plus tard en épinard. Mais aussi, le meilleur, c'est les petites fleurs. Pour garnir les salades et tout, crues, les petites fleurs crues, ça c'est bon à goûter comme ça. Et l'autre utilisation, alors, les racines. Avec les racines, on fait comme un ananas qu'on donne aux enfants pour faire les dents, parce que ça contient une espèce de sucre qui atténue la douleur, je veux dire. Et en même temps, ça se mastique bien, donc on peut travailler, ça vaut très cher, un petit ananas comme ça en pharmacie, 10 €. C'est la guimauve. Donc c'est de la famille des mauves, rostrémières et tout ça. Voilà. Alors, on continue. Alors, la plus emmerdante des dernières. Je vois, il y a déjà. Voilà. La galine soga, Sylvie. Une nouvelle mauvaise herbe, entre parenthèses, nouvelle mauvaise herbe qui nous vient d'Amérique du Sud et du sud des États-Unis. Voilà. Alors, comme toute mauvaise herbe, pour presque tous, elle est comestible. Elle est arrivée par ici il y a une trentaine d'années, pas longtemps, c'est une des dernières. Elle a colonisé les serres chaudes, et puis les serres froides, et puis maintenant la pleine terre. Voilà. Et ça, les gens connaissent ça aussi? La reine des prés. Ah, c'est la reine des prés. Donc,
Ça ressemble à de la barbe de Donc goût. il est intéressant de connaître ce qu'il y a. Voilà. Alors ça, c'est l'ancêtre des médicaments pour combattre la douleur. Donc, c'est avec ça qu'on faisait les aspirines, les premiers antidouleurs. Elle a presque disparu parce que partout on utilisait les herbicides et tout ça. Et maintenant, quand on va à Albec, il y a de nouveau sur une part de fossé, il y en a tout plein. Et donc, j'espère que ça va revenir. La reine des prés, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur... Ouais. J'ai une aspergerie qui date de 88. Comment je peux me débarrasser de cette aspergerie? Parce que ça... C'est pas très profond, hein. C'est jamais très profond, les asperges. Ah, t'as planté profond. Bah oui. Ah ouais, mais ça maintenant on peut... Ah ouais. Avant on disait qu'il fallait le trancher et mettre dans le fond de la... Ouais. On en a beaucoup de conneries avant. Hein. Non, mais maintenant les nouvelles, on fait plus, hein. On bute plutôt que l'enterrer. Bah ouais. Et t'as pas de cryocène de l'asperge? Le petit bébête bleu là? Si, mais tous les jours je passe dedans. Hein. Ah ouais, mais si tu veux éliminer, il faut les laisser. Hein. Ah ouais, eux ils vont faire le boulot. Hein. Oui, elles vont sur les autres aussi. Ah ouais, ils vont aller sur les autres. Ah ouais. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui a un bon truc pour protéger les tomates dehors. En dehors de l'eau bénite. Hein. Éventuellement. À l'extérieur. Moi, je mets des algues marines en grosse quantité. À la main. Mais du sérieux, hein. Pas des trucs d'une année. Parce que sur une année, ça peut être un coup de chance. Hein. Dans les serres, je mets des mélanges de soufre et d'algues marines et poudré. Enfin, un nuage qui tombe comme ça. Avec une sucrière, là, tu sais. Ah ouais. Non, il y a une souffle. Un soufflé. Alors on fait un brouillard, ça tombe. Ça, c'est ou bien avec un bas de soie. Attaquer sa femme de préférence. Pas une femme de nôtre. Il prend son bas de nylon là. Et mettre la poudre dedans et secouer. Ouais, mais c'est aussi, ça va bien. Hein. C'est certainement très intéressant d'utiliser les mauvaises herbes en légumes, mais il faut être sûr quand même de ce qu'on prend. Hein. Ouais, et moi, ce que je faisais, je donnais à goûter avant à ma belle-mère. Hein, ouais. Mais après, je me suis aperçu que ma belle-mère avait passé les 2 guerres, que nous, on était malades, elle, rien du tout. Donc, j'ai dû abandonner la méthode. Mais chacun doit choisir. Hein, Une belle-mère, c'est bon. Variété rare. Qu'est-ce que tu as ici donc de si rare? L'arbre caramel, des feuilles qui sont de caramel, des figuiers, tous des figuiers différents, puis des anciennes variétés de poiriers, et puis par exemple ici, des arbres qui ressemblent à des olives. Ça produit des olives, mais ce n'est pas des vraies olives, mais c'est mangeable aussi. Le gumi, un arbre japonais, ici, mais je n'ai pas connu des fruits. Je ne sais pas quand il va commencer à donner ses fruits, cornichons. Et tu l'as planté quand? Ah, il y a déjà un bout de temps, il y a déjà longtemps. Gumi. Le gumi du Japon. Ouais, il doit donner des baies. Et là-bas, c'est 2 poiriers chinois. Des nashi. Ça s'appelle poirier de Chine à feuilles de lilas. Ça, c'est son nom exact. Voilà. Et ça, c'est des kakis, des plaques miniers. Et des framboises partout? Ouais. Des framboises, des fraises des bois dans le bas. Et ça, c'est un jujubier. Ah oui. Voilà, ici, voilà. Mais il n'y a pas encore porté des fruits non plus. Voilà. C'est des jujubes. Mais il ne meurt pas non plus. Il reste, il tient le coup. J'essaie. Hein, tout. On a du mal à imaginer qu'on est dans le centre d'une ville. Hein? Ah ouais. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de points comme ça ici à Moucron, c'est rare. Là, ouais. La gare est là, le centre est là. Ah maintenant, ce qui manquait ici, c'était du soleil un peu. Juste du matin, après plus.
Et maintenant, ils vont tout abattre tout, quoi. Et donc, ça va être magnifique pour le soir. Le jardinage, c'est un moyen extraordinaire pour les milieux pauvres, pour les milieux populaires, de s'émanciper, de devenir créateur, de faire. C'est un moyen à la portée des petits gens de faire ça. Alors que, j'ai encore vu hier, il y a 15% des gens en Belgique qui vont dans les choses culturelles. Je pensais que c'était plus que ça, il n'y en a que 15%. 85% des gens ne mettent jamais les pieds dans un théâtre de maison de la culture. Et quand on est bien dans un cadre qu'on a créé soi-même. Ah, parce que c'est ça le drame, hein, les gens ressortent tout, ils ne sont plus co-créateurs de rien. Et une fois qu'ils ont créé eux-mêmes, fait pousser leurs légumes, je veux dire, même s'ils sont moins gros, même quelquefois moins bons que ceux qui peuvent acheter, c'est un plaisir incroyable, énorme, c'est une partie d'eux-mêmes, hein, voilà, c'est ça. Ouais, le mieux, c'est les plantes médicinales. Il y a beaucoup de gens qui viennent au club parce qu'ils ont des problèmes de maladies, de tout ça, ils veulent donc se soigner eux-mêmes avec des plantes. Et quand ils ont semé, ils ont choisi, souvent, la plante, elle est là, ils n'en ont plus besoin. Ça, c'est combien de fois j'ai remarqué. Quand on rentre dans la nature, on rentre en lien avec les légumes, avec les plantes, avec les arbres. On sent que ça fait partie de nous. C'est la même vie, à un autre stade et tout. Mais quand on commence à comprendre ça, alors là, c'est extraordinaire, comme on peut se sentir heureux, et puis que tout va mieux, quoi. On rate de moins en moins ce qu'on fait, les plantes sont moins malades, et alors on devient soi-même beaucoup plus vivant, et beaucoup plus apte à la lutte et tout. C'est même curieux que j'ai mis si longtemps à découvrir tout ça. C'était malheureusement une femme qui est venue, et d'habitude j'ai beaucoup de respect pour les femmes, mais la femme qui était venue pour contrôler, pour le faire, qui voulait vraiment s'imposer comme inspectrice des semences bio, et qui, oh là, ça, j'avais pas le label, j'étais pas contrôlé par personne, de quel droit, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'était pas piqué des mains, c'était, pour raison que ma femme était là pour la calmer, puis il a fait visiter le jardin, et puis tout pour faire, mais c'était un esprit, c'était épouvantable. Et elle venait du ministère de l'agriculture, il doit y avoir une bande là de gens, quand tu vois comment ça va à Jean Blou et tout, là, hein, comment on éduque les ingénieurs à l'homme et tous les bazars, c'est horrible, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Payer des gens, parce que c'est les ouvriers, c'est machin. Moi j'étais en usine à 15 ans, et puis il y a une partie de mon salaire qui est partie pour que des gens aillent à l'université jusqu'à 25 ans. On pourrait penser que ceux qui vont à l'école jusqu'à 25 ans, la société avec l'âge où tout le monde à un moment donné pourrait le rendre, ou bien être au service des gens, tu t'aperçois que c'est pas vrai, ils sont au service d'eux-mêmes, et encore, c'est au service d'eux-mêmes, ça va encore, mais au service des multinationales, ou bien d'autres gens, ils se comportent comme des, je sais pas, comme des cerfs. Pour le moment, je trouve que les 9/10 des intellectuels sont des handicapés pour moi. Hein. Les gens qui étaient à l'université longtemps, à l'école, sont handicapés. Tout dans le cerveau, l'ordinateur, et je veux dire rien dans les mains. Ça montre bien la catastrophe que le monde est géré par ces gens-là. Mais on ne tombera jamais dans un purisme, dans un truc comme ça. C'est tout bio, c'est ci, c'est là. Non, jamais. Il faut toujours réfléchir en fonction des gens. C'est les gens qui doivent progresser. On ne désire pas faire une nouvelle église, une nouvelle secte, un nouveau ordre mondial écolo. Non. On m'a une fois demandé les gens de tournée qui faisaient dans le végétarisme.
Ils m'ont demandé d'aller faire une conférence sur ce que je mangeais, sur la nourriture. Ouais, ils ont été servis, hein. Ce que j'aimais bien, c'était un gros paquet de frites avec de la mayonnaise et des pieds de cochon et des bazars. Bah ouais, 90% de la santé, c'est le mental, hein. Elle reste ici, hein. Donc avant de devenir sectaire sur beaucoup d'affaires, mais je comprends, il y a des raisons morales quelquefois, il ne faut pas cracher dessus, mais pas jusqu'à la connerie. On a eu des groupes qui sont venus ici, ont partagé toute la nourriture, sauf les végétariens qui, eux, ne pouvaient pas manger le reste. Donc quand quelqu'un voulait prendre une tomate, il a dit non, ça c'est les tomates que nous on cultivé bio, je ne peux pas partager. Ben, là, ça pose des problèmes. Là. Enfin, moi, ça pose des problèmes. Je préférais manger de la merde ensemble que du bon tout seul. Hein. Et alors, ce qui me peine un peu, pour employer un mot léger, mais quelquefois ça me met fort en colère, selon les tarifs, c'est les gens qui se font payer pour leur savoir. Pas les gens qui doivent vivre de ça, de leur métier, mais ceux qui font payer leur savoir. Même dans les mouvements, je dis soi-disant bio, soi-disant des gens qui veulent changer la société, on fait payer son savoir à des gens, même à des chômeurs. Et ça m'indigne, ça me révolte beaucoup. Ici, le principe de l'association, c'est chacun donne son savoir pour rien. Avec ce système-là, on a dû nous-mêmes, beaucoup moins dépendre de ceux qui avaient soi-disant le savoir et l'expertise. C'est peut-être pour ça qu'on fait beaucoup de découvertes et qu'on va aussi loin et qu'on est comme ça. Ah oui, C'est magique. C'est extraordinaire. Oui, on n'osait pas, c'est vrai. oh, comme ça. Il a des bananes. Ah, sympa. Il faut toujours des contre-pouvoirs, partout. Hein. Alors moi, j'ai travaillé dans les usines toute ma vie. Quand on passe à la porte des usines, on est un esclave. Hein. Ça échappe beaucoup de jardinage, ce que je dis, mais c'est pour expliquer mon état d'esprit, parce que ça concerne aussi les relations avec la nature, avec les gens, tout ça. Hein. Une fois,
on avait fait greffe avec occupation parce qu'on voulait licencier la moitié de l'usine. On avait mis des barrières, des camions, et le directeur a voulu passer au-dessus des barrières. Oh, j'étais de l'autre côté, il a revalsé au-dessus, aussi raide. Hein. Et ça n'entraîne que des satisfactions, des trucs comme ça. Oh, ça fait bon, l'adrénaline, le tout, ça déclenche tout plein de... On fait attention d'ailleurs, hein, ça ne devienne pas... Je ne dis pas, il faut poser des bombes. Hein. Attention, je suis un non-violent. Mais, je vais dire, comme Gordy, si je devais choisir entre la violence et la lâcheté, je choisirais sûrement pas la non-violence. Hein. Je battrais avec les autres. Je parle souvent de l'usine parce que c'est la même chose, mais on a essayé d'interdire de fumer. Imaginez, je travaillais dans une usine chimique, avec tous les produits les plus dangereux au monde. Fumer, ça voulait dire qu'on va dehors pour planter un peu l'air, c'était, hein, on voulait interdire de fumer, en disant que pour notre santé, fumer c'était mauvais. Déjà, il faut le faire. Hein. On travaillait avec le masque sur la gueule toute la journée, il fallait faire deux douches par jour, et fumer c'était mauvais. Ah ben, à un moment donné, on a fait une action, on a fait grève, et des gens qui ne fumaient jamais se sont mis à fumer aussi par solidarité. Ah mais c'est pour dire, il y a des moments dans la société, pour n'importe quoi, il faut pouvoir dire non. Hein. L'histoire des semences, cette liste de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, ça vient de Pétain. Hein. Les gens oublient peut-être. Hein. Ça vient de la guerre de 40 dans la liste des Pétains pour contrôler tous les aspects de la vie. André, attendez-vous. Je travaille bio, je travaille en permaculture. J'appelle ça maintenant le jardinier en chaussons. Chaussons. Mettre des chaussons. Quand vous ne pouvez pas travailler en chaussons, il ne faut pas travailler. Ça veut dire que ça ne va pas. Ah, donc ça veut dire que c'est pas bon pour la terre, c'est pas bon pour le jardinier, c'est pas bon pour les plantes, c'est pas bon pour rien. Donc il faut oublier tout ce qu'on apprend à la télévision, parce qu'ils font tout esprit pour vous rater. La plupart des livres de jardinage, presque sûr que vous ratez vos semis, ils le font seulement esprit pour aller acheter dans les jardineries et tout, parce que c'est pas possible. Alors, donc une graine au départ contient en elle-même tout ce qu'il faut pour germer, pousser pendant plusieurs semaines, avant de trouver. Et alors il faut un terreau tout simple aussi, sans engrais. Si vous le mettez dans un truc riche, et puis que vous le piquez dans une terre pauvre, ça fait boum, ça sent la plante, c'est fini. Hein. Tandis que le contraire, jamais. J'ai déjà supprimé beaucoup de boulot hein, et beaucoup d'argent. Hein, alors que c'est le contraire qu'on dit toujours. Hein, bon. Alors. Tu connais Bob l'éponge? Ouais. Bah moi je suis pas dessus le pirate. Ok. Ah oui, attention, vous êtes prêts? Ma cabane! Oh, waouh, ça c'est de la cabane. Regardez, vous pouvez y aller à l'intérieur. Voilà, bah. Ça commence depuis hier, aventure quoi. Un peu de neige et sinon si tout va bien. Tout va trop. Bah ouais. Il y a plus de 200 personnes qui suivent les cours sur un mois, en 2 fois. Mais oui, je sais bien, ouais. c'est ahurissant. Il y a 3 lieux en Belgique où on donne des cours gratuits, donc. À Sans Équivoque, dans la région utoise, et Bruxelles, et ici. Roger. Je viens travailler. Ah oui, ben regarde, il y a... Il y a de quoi? Il y a des choses à mettre dans les étagères. Ah bon. Voilà. Il y a encore 2 grandes ventes parce qu'il n'y a pas de... Bonjour. Oh, ça, on voit les... Ça va? On voit les ours qui sont sortis de la cabane, pourtant, c'est pas le moment. Hein. C'est pas la peine. Faudra trouver... C'est pas le moment que les ours ils sortent de leur truc pour parler du temps comme ça. Hein. Regarde, tu vois, sur la première ligne, là où il y a un numéro 6, et où il y a une espèce de crochet qui est pendu au plafond, là. On recule et on met une deuxième boîte. Il y a deux boîtes importantes, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Viens voir. Oui. Tu ne vas pas avoir avancé, là. Oui, alors j'aime. Il y en a beaucoup dans des choux. Des points gras, mais des 5 grammes. Bonjour. C'est comment vous faites? Ça, c'est tous des grammes.
Christian, Merci un José. fourré à la myrtille. Je t'en prie. يلا يا ربي واو كتب والله لا والله تدبو كتب والله لا Ah, quand son épée s'enfonce. Mais oui, c'est nous, c'est nous. Mais oui, tais-toi. Ça va aller. Ça va aller. C'est pour mon flou. Oui. Hein et puis après, on veut des poids On se posait la question, les anciens sachets, en fait, je les mets devant. Oui, il faut les mettre dessus après pour qu'ils partent les premiers. Hein, ouais. D'accord. Mais la mâche, il n'y a pas beaucoup de problème. Ça dure au moins 10 ans. Et c'est les graines de l'année les moins bonnes. C'est vrai? Ah ouais. Comment savoir? Chez moi. Non, mais chez moi, ils se sèment tout seuls. Ah ouais, quand ils se sèment tout seuls, ils se sèment tout seuls. Ils vont bien. Hein. Et quand ils rentrent en dormance, les graines d'un an ont beaucoup de misère à réveiller de dormance. Et les graines de 2 ans et 3 ans, bien. Tout seul. Ah ouais, c'est pas toujours les graines fraîches qui sont les meilleures. Hein. Ah non. C'est même rare. Plutôt rare. Ce que vous disiez, par exemple, les carottes, les graines d'un an, les carottes font beaucoup de feuillage et moins de racines. Et les graines de 2 ans, 3 ans, ils font un feuillage plus réduit et plus de carottes. Et les choux, la même chose. Les choux d'un an jeunes font beaucoup de feuilles et de misère à paumer. Et les graines de 2 ans et 3 ans, eux, ils font leur tête plutôt. Ils font leur tête. Ah ouais, les gens disent jeter les graines d'un an. Après, c'est plus bon. Non, c'est rare. Pour les poireaux, des oignons, ouais, les graines d'un an sont plus valables que ceux de 2 ans. Mais pas beaucoup de légumes.
Quand vous taillez à partir de fin mai, les maladies à champignons, donc le oïdium, la tavelure, le mildiou, ça apparaît toujours sur le nouveau bois d'année, vous allez voir. Vous mettez tout au pied, les branches malades, il y aura une dilution à un moment donné, vous allez voir, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, selon le bazar, tout à coup, s'il y a des maladies, l'herbe va se régénérer, il n'y aura plus de maladie du tout pour rien. Moi j'ai plus que 2000 herbes fruitiers, vous trouvez une maladie dans les 2000 herbes fruitiers, je dois chercher. Hein. Au moment de la taille, j'ai essayé de montrer aux gens ce que c'est que la tavelure, le mildiou, le bazar, ben, il y a des années, je ne trouve pas, hein, il y a des années, à 2000, pourtant, dans les conditions les plus mauvaises, soi-disant, hein, par la science agronomique, les plus mauvaises conditions qu'on a, ils sont tous les uns sur les autres, ils sont tous, tout le monde, normalement, rien ne devrait pousser ici. L'ingénieur agronome de Jean-Bouc a dit, ici, il n'y a rien qui devrait pousser, normalement, tout ça devrait être malade, ça devrait... Ben, il n'y a rien, ça n'a jamais été aussi bonne santé, jamais. Donc, il y a quand même beaucoup à revoir, je vais dire là-haut. Hein. Je ne vais pas dire tout en haut là-bas, mais entre deux. Là, hein. Ceux qui croient qu'ils ont toute la science, là, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Donc si vous taillez trop tôt hein, et qu'apparaît la maladie ou les pucerons, vous êtes obligé de vous servir de produits de toutes sortes. Alors que le but, c'est quand même de se passer de tout. Mais même aussi se passer de cuivre et de soufre, même des choses qui sont permises en culture biologique, et je veux dire qui ne sont pas trop de dégâts. Mais on s'aperçoit maintenant que quand même, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais ça empêche quand même la défense naturelle des plantes. C'est le principe du vaccin et de l'homéopathie. Et la masse végétale qui pousse dans un jardin bio au fur et à mesure des années, c'est quelque chose de dingue. Dans mon jardin, j'ai 12% d'humus. Les labos qui sont venus contrôler, ils sont revenus parce qu'ils n'y croyaient pas, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. 3 kilos de vers de terre au mètre carré. La couche la plus fertile du sol, c'est les 5 premiers centimètres. Après, ça diminue. En haut, ce sont tous les bactéries qui vivent avec l'azote du sol, avec l'air aérobie qu'on appelle avec l'air. Au-dessous, c'est les bactéries qui vivent. Si on retourne, si on mélange, on tue les deux. Alors, faut pas, je veux dire, en tout cas, laisser le sol respirer, travailler, laisser faire son boulot. Monsieur, pour enlever les anciennes racines de pissenlit et tout ça, il faut quand même bêcher, enlever ces racines. Pourquoi faire nettoyer le terrain. Non, ben justement, cette idée de nettoyage, on va le voir après. Hein. Ben c'est tout juste après. Voilà. Non, faut jamais. Non. Et d'ailleurs, c'est à l'heure. C'est impossible. Les laitues ont des racines jusqu'à 3 mètres de profondeur. Les laitues, un blé jusqu'à 7 mètres de profondeur. Et si vous croyez qu'avec une bêche ou un bazar, vous allez... C'est impossible, impossible. Ce qui fait que ça disparaît, c'est remplacé par des autres plantes sauvages et des autres trucs. Ou bien changer la composition de la terre, c'est-à-dire, si la terre est trop acide, trop machin, en faisant la culture bio, vous allez multiplier les bactéries, les vers de terre, la terre va s'aérer, le pH va devenir meilleur, de moins en moins acide, et des tas de plantes vont disparaître tout à coup, tout seul. Ce qui se passe, et ça c'est une grande erreur, c'est nettoyer et aller les mettre ailleurs. Parce qu'ils vont toujours repousser. Ce qui pousse là où ça pousse contient ce qui manque le plus à la terre. Moi j'ai eu un champ à côté, il y avait des chardons qui poussaient. Mais je venais de lire le livre qui expliquait ça. Dans une bonne terre bio, il pouvait y avoir autant de graines sauvages, de chardon surtout, il disait, les graines tomberont mais ils ne vont jamais germer. Alors je dis, ça c'est l'occasion de je vais voir. J'allais juste, hein, c'était quelques jours avant que j'allais aller faucher un jardin du bois. Et j'ai fait, et en effet, rien. Hein, j'ai peut-être eu une dizaine de chardons sur mon jardin comme ça, alors qu'à côté c'était des milliards de graines qui sont tombées, donc c'est pas parti de l'atmosphère, ça n'a pas lieu. Et puis quand c'était des années chardon, puis ça s'est recyclé tout seul sur la terre, et puis ça a suivi, puis c'était de l'herbe, et puis il y a eu des pissenlits, et puis comme ça, il y a eu tout un suivi. D'année en année, je suivais l'évolution, et puis à un moment donné, c'est les graines des arbres qui ont commencé à pousser, donc c'est comme à partir d'un désert, comme on arrive à la forêt, comme ça. Alors maintenant, l'ail des ours. Pour moi, c'est le roi des légumes. Oui. Pour la réunion prochaine, il y aura la recette de la soupe à l'ail. Ah, oui.
La recette selon bien. Hein? Le mois prochain, avec un petit peu de chance, un petit peu de bonne volonté, il y aura de la soupe à l'ail des ours. C'est la pourrie de l'ail. Ah, ça vaut la peine. Hein, parce que et comme renouveau du printemps, bouffer de l'ail des ours tous les jours, faire une bonne soupe et tout ça, ça va faire. Pour repeupler la Wallonie et Bruxelles. Ça aide pas mal. Hein, c'est idéal. Et c'est très agréable en plus. Hein. Ouais. Les poiriers, ça commence à peu près ici, les poiriers. Poiriers et nachis. Et là-bas, pruniers. Les pruniers sur le fond, là. Les pruniers? Oui. Voilà. Ben non, il n'arrive pas. Sinon, on parlait de ce monsieur ci dans l'article de Ah oui, les émeraudes, je sais pas. Daniel en est déjà chargé, oui, mais on va mettre les arbres de haie. On va mettre les arbres de haie, les gojis de l'autre côté. Les petites plantes. Ça sont des châtaigniers. Un grand comme ça? Manu, fenêtre étoilée. Sinus, t'as trouvé une chercher aussi. C'est ça, c'est vacciné. Septembre, octobre. Ça fait celui-là? Antal. Non, ça c'est pas nous. On le laisse sortir derrière. Je vais demander à Gilbert si tu Et Ça va qu'on avait un socle en plein qui couvre la porte de Bigarro. Alors des autres. Il y a encore d'autres Il y a d'autres morales, enfin d'autres griottes. Hein. Ça veut plus que je change de... Ouais. Daniel, c'est toi qui t'occupes des remplacements? Oui. Ah ouais, c'est ça. Il faut que les indignés soient dans la rue pour qu'on commence à... Ouais, c'est toujours comme ça. Il y a un mouvement comme ça qui se répand, comme vous dites, parce que met des graines dans tous les espaces. Les pauvres gentils, on ne bouge pas. Hein. Quand les pauvres ils deviennent méchants, alors on commence à écouter. Hein, Daniel, tu veux une tasse de café? Pardon? Est-ce que je peux laisser des petits flyers ici? C'est pour le cycle paysan 2012. Ah, mais ça, faut demander. Moi, j'ai pas de sous, jamais. Ça fait 50 ans que ma femme ne me donne pas de sous. Je demande si je peux les laisser libres. Ah oui, c'est ça. Je croyais que c'était pour acheter. Hein. Non. Moi, cette idée. Au revoir. Chacun peut faire sa propagande, il n'y a pas de problème. Du moment que c'est pas pour les fachos. Bon, voilà, on y va. Mais bonne solution en permaculture pour les fachos, c'est un facho, un arbre. Hein. Faire un trou assez grand, base dans la nuque, mettre dans le fond et mettre un arbre dessus. Hein. Oh, ça va être la mauvaise idée. Ah, Staline, il faisait ça avec les oui, mais c'était de la mauvaise. Elle va grandir toute des travers. beaux arbres fruitiers, hein, ça faisait des beaux arbres. Ça, c'est une manière intelligente de recycler.
me suis posé la question, il y a plusieurs m'ont posé la question du suivi, mais il y a des personnes qui m'ont dit toute chose naît et meurt. Alors depuis, je m'en fais plus. Il faut même peut-être que je m'en vais pour que quelque chose de nouveau redémarre et peut-être quelque chose de mieux. Et donc, ça, la question ne pose plus. Ça ne sert à rien d'en poser parce qu'on n'a pas de solution. Donc je sais que toute chose meurt et toute chose renaît. Ça, je crois profondément. Et c'est malheureux, je trouve qu'il faut des cercueils, qu'il faut protéger. Moi, j'aimerais mieux être enterré dans mon jardin ou quelque chose, directement servir de nourriture et être recyclé. Pourquoi priver les vers de terre et les bactéries de 130 kilos? La nature est bien faite. Terriblement solide. Ouais, on est parti, tout le monde est prêt, les oreilles grandes ouvertes. Alors, quand on veut faire un jardin en permaculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire cultiver ensemble des fruitiers, des légumes, des fleurs, des condiments. Donc c'est faire sur le même espace une biodiversité maximum. Parce qu'on sait maintenant qu'une biodiversité maximum, ça fait que tout pousse mieux et que tout se protège l'un l'autre.